Il se passe rien de tragique, colonel. On se parle de n'importe quoi, bric et broc. Vous n'êtes pas d'avis? C'est un interview sans façon, voilà, sans façon. Je vous proposais de parler d'amour et de chansons d'amour. C'est pas un sujet pour un square. Les chansons d'amour dans un square. Vous voulez pas que je vous en chante une? Exemple de lyrisme populaire. J'ai gagné ma vie en chanson, moi. Ouh! Oui, fidélité, caresse, éternité, tendresse. J'ai manié ça. Vous voulez en écouter une? Sa mature, à nous coulant. Non, 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 je pars. Partez pas, restez, colonel, je chante plus. Il s'en allait, positivement. Il se rassoit. En voilà, dites qu'ils l'ont chouette. Qui? Mais les chansonniers de l'amour, tout leur est permis. Sapristi gâté du lyrisme, rastaquoire du truc, tout ce qu'ils veulent de jeu, jamais trop de jeu, de leur cher jeu, pensez. Ils ont l'espèce avec eux, toute l'espèce, troubadour à la reproduction. Printemps 365 jours par an, un chansonnier de l'amour vaut son poids de sperme. Vous voulez étonner le lecteur? Pas du tout. Je suis pas très modeste, colonel, mais là, j'avoue, j'invente rien. La bête à deux têtes est grotesque. Pas d'hier, pas d'hier. Depuis que le monde est monde, la bête à deux têtes est cochonne. Qu'elle dit, qu'elle prétend, mais pas du tout, en vérité. Elle est à rire, voilà ce qu'elle est. Elle n'a pas la force du cochon, de loin, de très loin. L'homme est qu'un pauvre va de la gueule aux exploits de l'amour, sous-mouche même. Oui, colonel, sous-mouche. Sa petite épilepsie de l'espèce, pour l'espèce. Que de préparation, que de petits gâteaux, succion, serment, chichi, et après, 8 jours sur le flanc, le plus fragile système nerveux du règne animal. La vérité, la mouche à côté, qui tire ses 100 coups la minute. Une titane, la mouche, colonel, une véritable titane. Vous croyez? Je pense, toute la détresse de Don Juan est de ne pas être puissant comme une mouche. Vous donnez ça dans l'interview? Pourquoi pas? Je pense, ça vaut bien autre chose. Les gens aiment être instruits sans peine. Croyez-vous que Gaston serait intéressé? Oh, pas du tout. Et s'il s'en fout, du moment que ça touche pas au coffre, à son coffre. Vous le croyez alors si vénal? Non, mais il est riche. Alors, les hommes riches sont coffres. Alors, ils pensent coffres. Ils veulent qu'être de plus en plus gros, plus en plus blindés, plus en plus invulnérables. Le reste, s'ils s'en tapent, plus gros que les plus gros, plus pleins que les plus pleins, plus durs que les carapaces les plus chromées de tous les tanks réunis de toutes les armées possibles. Voilà l'idéal. Voilà tout ce qui les intéresse. Tous les gens qui viennent leur parler sont autant d'emmerdeurs suspects, d'espèces de dévaliseurs, effracteurs. Mettons, mais Paulon, il est pas coffre-fort, lui. Non. Et il respecte la NRF, lui, pourtant. C'est son gagne-pain, le respect, Paulon. Il publiera votre interview, vous croyez? Diantre, s'il n'en veut pas, il le foutra en l'air. Et s'il le passe, il le paiera 3000 francs la page. Il paye sa femme de ménage à labeur égal bien davantage. Et il file doux. Il a une femme de ménage. Parbleu, c'est ça que je lui jalouse le plus, sa femme de ménage. Et je suis pas prêt de lui pardonner. Vous êtes aigri, vous êtes envieux. Oh oui, alors, et je m'en flatte, jaloux terrible de tous ceux qui se font servir, qui ont une femme de ménage à l'heure, de toutes les personnes qui font pas jamais leur vaisselle. Il y a 20 ans, moi, colonel, que j'ai plus de femme de ménage, moi, mutilé de guerre 14, génie des lettres et de la médecine. Tous ceux qui ont des femmes de ménage sont autant d'effrontés jocristes jouisseurs fainéants. À pendre tous, colonel, à pendre aux Champs-Élysées, à midi. Voilà la vraie classe haïssable. D'un côté du rideau ou de l'autre. Pas d'histoire. Vous en avez une, bien sûr. Une femme de ménage. Vous vous faites servir. Vous avez une tête à ça. Oui, j'avoue.
Et vous êtes retraité en plus, je parie. Oui. Retraité simple ou indexé? Indexé? J'étais sûr, la fin de tout, l'oisiveté dans la sécurité. Heureusement que les Chinois vont venir. Pourquoi? Pour en finir, cette bonne prank, pour vous faire construire le canal La Somme-Yangtze-Kiang. Vous savez, vous? Oui, je sais. Vous mettez ça dans l'interview. Et comment? Je pense bien. Et les détails? Non, non, non. Il se lève et il part ce coup-ci. Je le rattrape. Vous me parlerez plus de politique. Non, je vous jure, c'était seulement un détail, ce canal, hein, ce canal pour rire, de bout en bout à la main, à la petite cuillère à café, qu'à la petite cuillère à café. C'est pour rire alors, c'est pour rire. Évidemment, colonel, vous avez pris ça au sérieux. Voyons, comptez les pages, comptez vos pages. Il faut qu'il rie à la NRF. 110 pages. C'est pas assez, vous croyez? Non, non, colonel, il y a les papillotes pour Poland. Il fait des papillotes, Poland. Oui, des papillotes hygiéniques. Avec vos chefs-d'œuvre. Je pense bien, quand mes chefs-d'œuvre lui plaisent pas, genre de Néron. Bon, peut-être que le lyrisme plairait mieux. Il propose, il redoute que je lui reparle politique. Si vous voulez, je vous disais, question lyrisme, que même le lyrisme d'amour donnait plus beaucoup. Pourquoi? Parce que les chanteurs de charme l'ont esquinté à l'extrême, surbranlé à mort. Ah, vous avez sûrement la radio, hein, colonel, oui? Eh bien, vous êtes de mon avis. Pas plus funèbre à écouter que chanteurs et chanteuses d'amour, hein? Ils sont tous accablants de tristesse. Qu'en pensent les merles dites et pinsons et rossignols de ces messes d'enterrement d'amour, et même les moineaux. Vous en avez contre la chanson maintenant. Oh, pas du tout, mais j'aime pas les chantres effondrés. Attendez, je compte. Il compte, il recompte, il fait seulement 72 pages. Il s'est égouré, je l'avais dit. Vous maintenant, posez des questions. Je veux qu'il turbine. Vous me laissez pas. Si, je vous laisse. Allez-y, interrogez-moi. Une question. Il réfléchit. Allons-y. Comment vous est venue l'idée de votre soi-disant nouveau style? Par le métro, colonel. Comment? Au moment où je prenais le métro, j'avais des hésitations. Ah, au moment de le prendre, je vous l'ai déjà dit, vous m'avez pas écouté, vous avez rien écouté. Comment le métro? Pas le métro, le nord-sud, à vrai dire. C'était le nord-sud en ces temps-là. Alors, voilà. Il m'interrompt. Vous permettez, je vais faire pipi. À votre aise, mais où? Il me montre la sortie du square, le portillon à bâton, et de l'autre côté des fusains, la Vespasienne. Pour ça qu'il regardait par là, pardi, tout le temps par là, et qu'il se tortillait, qu'il m'écoutait pas. Il louchait, pardi. Je suis sûr qu'il avait rien retenu, même pas l'essentiel, que j'étais le seul écrivain du siècle, moi. J'y avais assez répété que toute la bande des autres, qui remplissaient des pages entières de critiques entièrement payées, confusieux, scrifouilleux la honte, valaient pas leur bic, leur rechange de bic, gâteux avant l'heure, tous et toutes, essoufflés, gaffeurs, plagiaires, encombreurs de quais, charlatans sans orvieton, un clic à vous faire lire les Goncourt, positivement, avortons privés de tout formol. Je m'étais donné tout ce mal pour rien. Je lui avais raconté qu'une nuit, j'avais eu une sorte de cauchemar. J'étais chez les montres religieuses. Je vous l'ai dit plus haut, elles s'étaient toutes mises en Mauriac. Elles se faisaient filmer. Plus tard, j'ai encore revu Mauriac. Je lis son article tous les matins. Il était en moto, ce coup-là.
en menthe religieuse en moto de bonne sœur, avec cornette, pour cacher sa difformité. Il allait chercher Claudel. Ils partaient tous les deux pour l'Est. Ils allaient résister par là, ensemble, avec épée et tout. On y a pas été en 14, on ira en 74. Pour aller à l'Est, faut descendre les Champs-Élysées. S'il y avait du monde, ils recrutaient. Ils distribuaient des girouettes à l'œil. Et cette foule au théâtre français, on les portait en triomphe pour leur fortune et leur piété et leur démerdage. Et pour l'ode, Claudel en cornette. C'était l'Est pour eux, le théâtre français. Par rapport à leur journal, ils se donnaient l'un comme l'autre. Le triomphe qu'on leur faisait, des scènes vraiment inoubliables. On a l'habitude, qu'ils disaient. On les a eus, on les aura. J'étais en pleine digression, loin de mon sujet. Mon colonel perdait le fil. Vite à mon histoire, ma propre histoire, les dons que j'avais reçus, moi, du ciel. Pourtant, tous les dons, j'avais insisté. Des dons vraiment extraordinaires. J'y avais répété 100 fois, basta, qu'ils se souviennent, que c'était moi, le vrai seul génie, le seul écrivain du siècle. La preuve qu'on parlait jamais de moi, que tous les autres étaient jaloux, Nobel, pas Nobel, qu'ils avaient tous essayé de me faire fusiller, et que je les emmerdais d'autant, à mort, puisque c'était question de mort entre moi et eux, que je leur ferais sauter leurs lecteurs, tous leurs lecteurs, que je les ferais se dégoûter de leurs livres, cabale, pas cabale, qu'il n'y avait pas de place pour deux styles. C'était le mien ou le leur, le Crawl ou la Brasse, vous pensez. Le seul inventeur du siècle, moi là, devant lui, le seul génial qu'on pouvait dire, maudit, pas maudit. Écoutez-moi encore un peu, monsieur le colonel Reseda, vous irez y revenir plus tard. Le grand libérateur du style, toute l'émotion du parler à travers l'écrit, c'est moi, pas un autre. Vous me comprenez, colonel? Ah ah! Quel être bouché! Je vous ai pas fait la description de ce Reseda bouché. Si obtus, l'aspect qu'il avait, sa taille, son visage, non. Vous direz c'est tel ou tel. Je ne l'ai pas imaginé non plus. On aura beau dire, il a parfaitement existé. Il avait les moustaches teintes, les sourcils aussi. Il était à peu près de ma taille. Colonel, voyons, mon style rendu émotif. Revenons à mon style. Pour être qu'une petite trouvaille, je vous l'ai dit, c'est entendu, ébranle quand même le roman d'une façon qui s'en relèvera pas. Le roman n'existe plus. Il n'existe plus. Je m'exprime mal. Je veux dire que les autres n'existent plus, les autres romanciers. Tous ceux qui n'ont pas encore appris à écrire en style émotif. Il n'y a plus eu de nageur à la brasse une fois le crawl découvert. Il n'y a plus eu de jour d'atelier possible, plus de radeau de la Méduse possible, une fois le déjeuner sur l'herbe. Vous me saisissez, colonel. Les attardés se défendent, bien sûr, mais les convulsions et qu'ils sont méchants, agoniques, pas approchables. Et attention, pire, colonel, pire. La petite découverte bouleverse pas seulement le roman. Le cinéma capote de même, parfaitement. Elle fout en l'air le cinéma. Oui, lui-même, il n'existera plus. Agonique qu'il est depuis toujours. Né agonique, ectoplasmique. Nous dirons sinistre. La fin des écrans, colonel, je vous l'annonce. Il se retrifouillait la baguette en fait de m'écouter. Là, vraiment, les gens regardent. Ah, allez-y vite. Il n'y avait pas loin, 20, 30 mètres. Il se lève, il me jette. Vous écrivez rien? Il écrivait plus, lui, le salaud. Non, c'est pas la peine. Vous vous souviendrez, vous n'allez pas être si longtemps.
Oh, quand même 5-6 minutes. Ça va pas? Je suis un peu inquiet en ce moment. Ah, je suis un petit peu prostatique. Je pourrais vous faire un toucher, mais pas dans ce soir. Plus tard, plus tard. Il croit que je plaisante. Il hausse les épaules, il s'en va, il boite, il part. Je reste assis. Je pense à tout ce qu'on s'est raconté. Je me souviens de tout, au mot à mot. C'est pas beaucoup à se vanter d'avoir la mémoire phénomène. Vous êtes tout encombré de souvenirs qu'il vous faut ruminer, classer, et là, tout compte fait, mis ensemble des vraiment pas brillants souvenirs. Et si vous avez le don des langues, en plus, si vous en parlez 2, 3, 4 langues étrangères, qui sont aussi dans votre souvenir. Le colonel pissait toujours, je pensais à tout ce qu'on s'était dit, et puis à des faits rigolos à propos de mémoire. J'ai eu une belle-mère qui était encore bien plus douée que moi. À 80 ans, elle se souvenait très exactement de tous les numéros, de tous les fiacres qu'elle avait eu l'occasion de prendre. Pas seulement avec sa maman visitant Paris, mais plus tard encore, voyageant, les numéros de toutes les voitures, en Russie, en Perse, en Hollande. Elle avait appris 5-6 langues sans s'apercevoir, en voyageant sans effort. 3-4 semaines dans chaque pays, sans s'apercevoir. Moi, je mettais un certain temps à apprendre les langues, elle, pas. Je pensais à elle, là, sur le banc, ce qu'elle était devenue, quel âge elle pouvait avoir, 110, 120 ans. Je calculais, au moment juste, Réséda surgit. Il me surprend, je songeais. Colonel, c'est vous, vous avez fini, ça va mieux? Oui, mais dites donc. Il attaque. Votre affaire, votre truc émotif, puisque c'est de l'émotion parlée, si je comprends bien. Pourquoi vous dictez pas vos livres au lieu de les écrire, directement, tout simplement? Il avait trouvé la poloche. Je laisse le finot, je laisse me convaincre. Il y a des dictaphones merveilleux, dites. Vous savez pas, des micro-sillons fantastiques. Je le regardais, il se tripotait plus la baguette. Des dictaphones merveilleux. Il avait peur que j'ai pas compris. Et vous, colonel, vous pouvez peut-être m'écouter maintenant que vous avez fait pipi. Oui. Eh bien, je vais vous dire, tout vous dire. Tous vos systèmes dictaphones, jabotophones, micro-sillons, valpatripètes, toute cette mécanique tue la vie. M'entendez-vous? Anti-vie. Amusette pour morgue. Vous me comprenez, colonel? La machine à écrire et tout. Kiffe le cinéma, kiffe votre télévis. Autant de branlettes mécaniques. Je ne vais pas vous vexer, colonel. Partez pas, vous sauvez pas. Il se vexe. Je vous donne que mon avis. Et votre invention, vous alors? Moi, c'est autre chose. Moi, je suis autrement plus brutal. Moi, je capture toute l'émotion dans la surface, d'un seul coup. Je décide, je la fourre dans le métro. Mon métro. Tous les autres écrivains sont morts. Et ils s'en doutent pas. Ils pourrissent à la surface, embandelés dans leurs chromos, momies tous, privés d'émotion, leur compte est bon. Ils me regardent. Vous voulez retourner faire pipi? Je lui propose. Non, il veut pas, il louche, il est perplexe, il louche plus. Vous voulez retourner faire pipi? Non, si je lui parlais un peu d'autre chose. Vous écrivez plus, colonel, vous prenez plus de notes. Vous vous en foutez? Non, notre interview tourne en couille. Et votre manuscrit, vous ne me parlez pas de votre manuscrit, vous. Je veux le ranimer, cet imbécile. Il n'est pas encore publié. C'est qu'un détail, ils en publient 500 par an. Je l'intéresse. Il va l'être, croyez, colonel, il va l'être si je m'en occupe. Si je vous pistonne à Gaston, est-il chromo, votre manuscrit? Dites-le, dites-moi tout. Un petit peu. Est-il un peu tendancieux? Comment? Un petit peu ci, un petit peu ça, un petit peu tout de même engagé, mais pas tellement, un petit peu curé peut-être, sur le bord, pas trop, un petit peu gidien. Oh oui, sans excès, non, ou tout à fait, avec des nuances, beaucoup de nuances. Ben, est-ce qu'on peut dormir en le lisant? Oh oui, vous êtes certain, ma femme le lit tous les soirs, et elle s'endort. Oui, bien. Je vais le recommander à Gaston.
Il lit tout lui-même, M. Gallimard. Plutôt son comité de lecture. Ils lisent en dormant. Oui, ils ont lu Le Voyage comme ça. Ils lui ont donné une bonne note. Oh, pas mauvaise, mais en retard. C'est un autre qui l'a publié. Qu'est-ce qu'ils faisaient, eux? Ils ronflaient. C'est étrange. Non, c'est pas étrange. Il n'y a que les crèves-la-faim qui sont réveillés. Les autres dorment. Tous les gens sûrs du lendemain dorment. On les voit partout, en auto, au bureau, à la campagne, en ville, dans le monde, en croisière. Ils se font balader beaucoup, blablater beaucoup. Ils ont l'air de faire quelque chose. Ils font rien. Ils dorment. Mais vous alors, M. Céline, qui vous faites entendre par Gaston, vous avez une sorte de secret. Vous le réveillez. Quel genre d'homme, donc, est ce Gaston? Il me cuisine. M. Gallimard est fort riche. Ah, nul besoin d'en savoir plus, le reste, on s'en fout. Est-il toujours riche? Ça va. Il peut beaucoup. Il est ruiné, il ne peut plus rien. Il nous embête. Il est toujours riche, vous croyez? Oui, oui, je crois. Pourquoi? Pourquoi? Il se plaint beaucoup, c'est très bon signe. Son conseil d'administration lui mène la vie dure, qu'il dit. Très bon signe aussi, Jérémiade de très bonne aloi. Il peut faire beaucoup pour moi. Tout ce qu'il veut, pardine. Il peut faire de vous en 6 mois le plus grand écrivain du siècle. Comme vous, bien plus grand que moi. Comment? C'est son affaire. Ce qui m'interloque, vous me permettez. Vous me permettez? Mais oui, permettez-vous. Je vais vous poser une question. Pourquoi vous, le plus grand écrivain du siècle, l'inventeur du style que vous dites, le bouleverseur des lettres françaises, le Malherbe actuel en somme, enfin, Céline Vin, c'est bien ça? Oui, c'est exact. Pourquoi M. Gallimard ne fait-il jamais parler de vos livres? Il a son idée tactique, il en fera parler quand je serai mort. Il vous survivra. J'ai l'impression, il ne se fatigue pas. Mais pour le présent, tant que vous vivez, qu'est-ce qu'il fait de vos livres? Il les enfourne dans sa cave, il les cache bien, avec des milliers d'autres. Il stocke. Il stocke les manuscrits aussi. Parbleu, bien sûr. Mon manuscrit? Certainement. Ah là, vous dandinez pas de cette façon, colonel, vous me saoulez. Je vous saoule? Allez pisser, je vous attends. Il a trop envie, le cochon, mais il veut pas, mais il résiste. Nous en avons peut-être fini. Oh non, colonel, oh non, justement, voilà le moment le plus pathétique. Ah, vous prenez plus de notes. Le moment de mon trait de génie. Ah, il n'y a pas de ah. Sautez pisser, revenez oust. Non, je préfère, je pisserai après, si la pissotière était prise. Voilà un prétexte. Vous ergotez, colonel. Bon, vous voulez pisser plein votre froc à votre aise. Je vous termine mon histoire. Oui, vite. Voilà, Blaise Pascal. Vous vous souvenez de Blaise Pascal? Oui. La révélation qu'il a eue sur le pont de Neuilly. Ses chevaux emballés, son carrosse versé, une roue emportée, qu'il a bien failli boire la goutte. Ah oui. Vous vous souvenez? Il était assis, il tenait plus, il se relevait, il se retripotait l'entrejambe. Je l'empêchais d'aller. Mais non. Allez-y. Ah oui, Blaise Pascal. Il se souvenait. Celui des pensées. Exactement, colonel. Celui qui voyait plus qu'un gouffre, toujours un gouffre. Puis ce jour-là, du coup de la frayeur, le gouffre à sa droite. Oui, à sa droite. Il répétait tous mes mots. Allez pisser, colonel. Oh non. Bon, comme vous voulez, le gouffre à sa droite. À sa droite. Puis en l'air, colonel, en l'air après. Les espaces infinis mais frais. De Pascal aussi, colonel. Une sacrée pensée de Pascal, vous vous souvenez? Oui. Ça y avait transformé la vie, ce terrible accident du pont. Fond en comble, libérer le génie, son génie. Ah, oui, colonel, regardez-moi, colonel, je suis un type dans le genre de Pascal. Pas possible. Si, je vous le dis. Nom de Dieu, regardez-moi. Mais la question qui me tracasse en te regardant, est-ce que tu seras plus dégueulasse, mort que vivant? Si tu vas repousser la vermine, plus d'enterrement. Si tu restes en rade sur la pile, j'aurai des crosses avec mimine au trou cimetière des enfants. Mais voici ton enfance, et
et son petit Léo. Voici Clémentine, le vaillant Toto. Faut-il dire à ses potes que la fête est finie? Au diable ta sorte, cordeau, peu m'apporte, au malfrat et crosse que le vent emporte, tourbillons et soucis. Voilà. C'est fini.